Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast de la GOF. Aujourd'hui, nous abordons un sujet incontournable de l'anesthésie obstétricale, les effets de l'analgésie loco-régionale sur le déroulement de l'accouchement. Le docteur González Estevez, anesthésiste à la maternité Jeanne de Flandre et membre du collège et du conseil scientifique d'anesthésie et de réanimation obstétricale, nous éclaire sur les risques de bloc moteur, la périrachie combinée et l'impact sur les naissances. Une discussion essentielle pour mieux comprendre les choix anesthésiques en salle de naissance. Bonjour Max, bonjour docteur Estevez. Merci de participer à notre chaîne depuis Lille. Toujours un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on voudrait discuter un peu issue d'accouchement en fonction de l'anesthésie loco-régionale. Est-ce que par hasard, l'anesthésie loco-régionale pourrait favoriser les indications de césarienne ou d'instrumentation? C'est des questions qu'on se pose souvent. Et puis aussi peut-être la place, les risques spécifiques de la rachis de fin de travail. Et enfin, qu'on discute rapidement des indications éventuelles ou des circonstances dans lesquelles il pourrait peut-être rester une place pour la périrachie si on tente une voie basse, en dehors du coup des césariennes programmées. Donc si tu veux, on peut commencer par discuter les issues d'accouchement. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette littérature floride sur le sujet? Est-ce que finalement, malgré tout, on pourrait augmenter le risque de césarienne ou d'instrumentation en favorisant l'analgésie péridurale? Alors, merci beaucoup de cette question parce que c'est absolument central. C'est quelque chose qui nous concerne beaucoup et qui, en fait, on a beaucoup de retours de nos collègues et des patientes. Et effectivement, malgré le fait qu'il y a une espèce de myriade, un magma d'idées reçues autour de la péri dont la plupart sont fausses et qu'on déconstruit souvent en consultation avec les patientes, celle-là, elle est fausse, mais elle a été vraie. Donc du coup, c'est important de retracer un historique. Et moi, ça fait 10 ans que je bosse, mais j'ai pas connu l'époque où c'était le cas. Mais c'est important de dire que ça a existé. Et donc et c'est pour ça que certaines patientes l'ont vécu, certains praticiens l'ont vécu, certains anesthésistes l'ont vécu, sans avoir de plan B, parce que c'était voilà, c'était le plan A à l'époque. Et donc c'est important de savoir que ça l'a été pour comprendre que du coup, si ça reste et que les gens posent la question, c'est pas juste une idée reçue sur un fantasme ou une application physiopathologique, c'est vraiment que ça existait. Alors pourquoi ça existait? C'est parce que les débuts de la péridurale, il y avait 2 choses qui étaient importantes. C'est que on ne mettait qu'un seul produit. C'est-à-dire que, grosso modo, on mettait que des anesthésiques locaux. C'est logique, on veut faire une anesthésie loco-régionale, on met des anesthésiques locaux qui vont bloquer les nerfs, voilà. Sauf qu'à l'époque, on avait que des anesthésiques locaux qui étaient plutôt très puissants, d'accord? Et donc du coup, si on voulait avoir une analgésie suffisante, bah, en fait, les patientes se retrouvaient souvent avec des blocs moteurs importants et des blocs sensitifs importants. C'était difficile d'avoir une patiente qui n'a plus mal et qui sent et qui bouge et qui peut se mobiliser facilement dans son lit. OK? Ça, c'est bon, nous, on a l'habitude, mais avant, il y a plus de 20 ans, ça n'existait pas, à cause de ça. Et donc, progressivement, on a commencé à avoir d'autres anesthésiques locaux qui sont un peu moins puissants que la bupivacaïne qu'on utilisait à l'époque. Et surtout, on a commencé à se rendre compte qu'en associant un anesthésique local de longue durée d'action, de ce fait-là, puisque le travail, c'est long, à un morphinique, et ben, du coup, ça permettait, puisque notre but, c'est pas d'avoir une anesthésie, notre but, c'est d'avoir une analgésie. Et donc, du coup, le morphinique que vous allez mettre dans la péri va avoir par lui-même un effet analgésique, qui est pas suffisant, mais qui va être important, et qui nous permet de baisser la dose d'anesthésique locale nécessaire pour avoir le même degré analgésique, on a 2 produits au lieu d'1. Et donc, ça nous permet d'évoluer progressivement vers ce qu'on appelle la péridurale faiblement concentrée. OK? Et donc cette péridurale faiblement concentrée, elle est recommandée par l'ensemble des sociétés savantes d'anesthésie obstétricale depuis au moins 10-15 ans. OK? Et c'est les cocktails actuels. D'accord? Donc ça permet d'avoir effectivement moins d'effets indésirables de type bloc moteur ou bloc sensitif. En plus de cela, va s'ajouter l'effet de la technique d'administration. D'accord? En plus, à l'époque, il y avait que des seringues autopulsées. D'accord? Donc en fait, on mettait une seringue vitesse 10,
et c'est tout. D'accord? Et en fait, pour des raisons très compliquées à expliquer que je pense que c'est pas la peine d'expliquer ici, en fait, l'espace péridural, c'est du gras. Et donc, si on veut couvrir une large zone, eh ben, si on met 10 ml/heure, bah, ça diffuse pas parce que c'est gras. D'accord? Si on met 10 ml toutes les heures en bolus, et ben, du coup, là, toutes les heures, broup, on a un gros bolus qui arrive et donc voilà et on maintient, voilà et donc à l'époque, c'était pas très efficace avec beaucoup d'effets indésirables. Voilà et maintenant qu'on a les modes PCEA puis PIEB et ben, on a un mode des modes d'administration automatique en bolus qui permettent d'être moins délétères. Donc maintenant, on a depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, des techniques, qui nous permettent ça et des associations d'anesthésiques locaux avec morphinique qui nous permettent d'avoir grosso modo une péri qui est parfaite, c'est-à-dire, pas de douleur, mais un tact et une motricité préservée, dans l'immense majorité des cas. Et donc ça a permis, du coup, de ne pas avoir d'effet indirect sur, effectivement la capacité à pousser, sur, le fait que la patiente ne sent rien, donc du coup, il y a beaucoup moins de coopération avec la patiente pour pousser de manière coordonnée, plein de choses obstétricales que vous connaissez mieux que moi et voilà et donc ce qui explique que la littérature qui s'occupait d'un mode d'administration en seringue continue, sans bolus, avec des anesthésiques locaux fortement concentrés, sans morphinique associée à l'époque, étaient associés. Et il y avait, je pense, des études et des méta-analyses qui disaient qu'il y avait un impact délétère négatif sur la mécanique obstétricale. Maintenant, et la dernière grosse méta-analyse date déjà de 2017, donc ça commence déjà à dater. Depuis déjà quasiment 10 ans, on a effectivement la littérature qui certifie que lorsque vous avez une péridurale faiblement concentrée avec des modes au moins PCEA, eh ben, il n'y a plus d'impact significatif sur l'issue obstétricale. D'ailleurs, et je voulais faire un petit aparté pour aller plus loin, ça c'est très important, on a des données très récentes qui montrent qu'il y a un effet bénéfique de la péridurale sur l'accouchement, sur la morbidité, pas sur le confort. Alors je dis pas, il y a un effet bénéfique de mettre une péri à une dame chez qui il y a un risque de césarienne. Ça, on le sait depuis toujours, d'accord? C'est qu'il y a des données qui viennent de sortir en 2024 et en 2023, de larges cohortes qui montrent qu'il y a, que je vais pas décrire, mais qu'il y a une association bénéfique entre la péri et la réduction de la morbidité maternelle sévère au moment de l'accouchement et en postpartum. Il y a moins de transferts en VA, il y a moins de pathologies du péripartum chez les patientes qui ont une péri versus les patientes qui n'ont pas de péri. Et ça, alors nous, ça nous touche différemment parce qu'en France, on a 80% de péri, mais ces études-là sont plutôt anglo-saxonnes et notamment en Angleterre où on est plutôt à 20-30% de péri parce que l'organisation des soins est différente et les patientes sont moins friandes de la péri. Et donc là-bas, ils peuvent effectivement avoir des grosses cohortes avec des dames qui n'ont pas de péri. Et donc du coup, le fait de dire, bah, ça réduit la morbidité, c'est très important. Et on a une autre étude américaine en big data de 2023 qui montre qu'il y a moins de transfusions dans le péripartum chez les patientes qui ont une péri, probablement parce que le fait d'avoir une péri, si on saigne, permet une prise en charge beaucoup plus rapide et beaucoup plus adapté d'une patiente versus une patiente qui n'a pas de péri, qui va devoir, du coup, avoir une anesthésie générale, éventuellement des produits, utéro-relaxants et cetera et cetera. On est beaucoup plus rapide et comme vous le savez, l'immense majorité des HPP, on peut les gérer avec une patiente éveillée en voix basse grâce à la péri. On peut faire la révision, on peut mettre un ballon de Dacry, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et voilà, donc du coup, en termes d'issue maternelle, en tout cas, ça, c'était un message qui me paraissait important. Est-ce qu'il reste une place pour la périrachie en travail pour une tentative de voix basse ou, est-ce qu'on connaît les issues des périrachis? Alors, du coup, c'est une question essentielle parce que en fait, on a tendance à imaginer que la périrachie, c'est pour la césarienne. On en a parlé à un épisode précédent. Alors, il y a des maternités, qui ne font que des périrachies, pour l'accouchement. Elles sont minoritaires en France, mais par exemple aux États-Unis, vraiment, la majorité des maternités font une périrachie combinée quasiment systématique à toutes les patientes qui viennent accoucher voix basse. Donc on peut se poser la question de pourquoi? Pourquoi ce gap des pratiques? Ça veut dire qu'il doit y avoir un intérêt. Voilà et donc cet intérêt-là,
il est très important, à mon sens, pour répondre à une demande très précise, qui est que, si vous prenez la dernière enquête nationale périnatale, on voit donc vous connaissez très bien ce texte, il est très, très long, il doit y avoir 2 pages sur des choses qui ont, attrait directement à l'anesthésie, donc peut-être que vous les avez pas lues et je vous en tiens pas rigueur. Mais il y a un truc très important, c'est que alors je sais plus le pourcentage, je suis désolé, mais c'est entre 30 et 50, mais c'est beaucoup, des patients qui, accouchent voix basse sous péri, d'accord? Déclarent avoir été soulagés pendant le travail et déclarent avoir eu une douleur supérieure à 4 lors de l'expulsion, et avec un nombre assez significatif de ces dames-là qui disent que c'était une douleur insupportable. Vous les revoyez en consultation, alors, et vous le disent pas forcément parce que ça nous est pas relaté, la patiente elle remonte en suite de naissance, voilà, et des fois en consultation d'anesthésie pour la grossesse suivante, elles nous disent: «Ah oui, la première fois? Ah oui, non, non, en fait la péri elle a pas marché». «Comment ça elle a pas marché?» «Bah en fait elle a marché et pour l'accouchement elle a pas marché. Parce qu'on m'a mal piqué, parce que voilà». Et après on reprend et en fait du coup, elles disent clairement, en reformulant, que la péridurale a été efficace jusque, l'installation pour les efforts expulsifs, et qu'au moment des efforts expulsifs, la patiente était toujours soulagée pour les contractions, mais l'accouchement en lui-même s'est soldé d'une douleur atroce. Et donc comment on peut expliquer ça? Bah, très simplement, c'est que en fait la péridurale, c'est pas une entité unique, d'accord? Pourquoi? En fait, quelle est l'explication? C'est qu'en fait, comme je vous ai dit, quand vous mettez un cathé de péri dans l'espace péridural qui est un espace graisseux, d'accord? Eh ben, il faut que vous allez mettre un volume de produit et des réglages de votre machine de PIEP ou de PCEA de telle sorte de couvrir un certain, niveau métamérique. OK? Alors en César, c'est T4, S5, mais en péri, c'est pas T4, S5. On veut, couvrir pendant la première phase du travail la douleur viscérale de l'utérus et du col. OK? Pour ça, il faut qu'on je passe les détails, on peut en parler pendant des heures, mais grosso modo, il faut aller de T10 à S1, S2. OK? Par contre, pour l'accouchement en lui-même, les efforts expulsifs et la sortie, du bébé, on a également besoin de traiter la douleur somatique et pas viscérale, la douleur somatique du périnée. D'accord? Puisque, bah, il y a pas besoin de couvrir le périnée, hormis pour les TV et la sonde vésicale pendant le travail. D'accord? Par contre, pour l'accouchement, il faut que l'analgésie péridurale aille jusqu'à S5. Sinon, la dame, elle va accoucher sans péri en S5. La zone n'est pas couverte. OK? Mais comme elle a encore des contractions, il faut encore que la partie haute de la péri couvre toujours l'utérus et le col. OK? Donc, du coup, on a des attentes différentes en termes d'extension métamérique en fonction de si la péri, si on est en première phase du travail ou deuxième phase du travail. Et donc, et ça, c'était un choc pour nous. Donc, on a appris que grosso modo, nous qui faisons de l'anesthésie obstétricale, eh ben, dans plus de 30% des cas, il y a un défaut d'extension métamérique sacrée de notre analgésie péridurale. OK? Et en fait, ça s'explique. Pourquoi? Parce que cet espace graisseux, bah, plus on va vers le sacrum, plus c'est tout fin et plus ça a du mal à descendre. D'accord? Et donc ça veut dire que, il y a un rationnel anatomique pour dire que ça diffuse pas bien. Et donc, ça diffusera d'autant pas bien que la péridurale est jeune. Si la patiente accouche une demi-heure après votre péri, c'est impossible d'avoir une couverture, quasiment impossible d'avoir une couverture jusque S5. Et donc les patientes qui sont pas soulagées pour l'accouchement, c'est souvent des patientes qui ont une péri jeune, pour résumer, d'accord? Donc, quand la dame elle arrive et qu'on est appelé pour une analgésie de l'accouchement, on le sait que l'accouchement il va être imminent, potentiellement, d'accord? Et donc c'est dommage de dire: «Ah bah, je vais mettre la même péri à cette dame-là que la patiente d'avant qui est une PRIMI à 2 doigts là, déclenchée». D'accord? Donc si on sait on risque d'avoir un défaut d'extension sacrée de notre analgésie et qu'on a des techniques, donc je reviens à ta question, qui nous permettent de pallier à ça, c'est dommage de ne pas les utiliser. Et donc, parmi, les effets bénéfiques d'une périrachie combinée pour l'accouchement, il y a le fait que
lorsque vous mettez des analgésiques par voie intradécale, d'accord? Eh ben, forcément, le LCR étant un liquide, eh ben, l'extension vers les racines sacrées, eh ben, va être beaucoup plus rapide que la même extension d'un produit mis en péridurale, puisque c'est graisseux, d'accord? Et donc, l'un des avantages, à mon sens, l'avantage principal, puisqu'il répond à une problématique de terrain, d'accord? Et pas juste, ah, bah, je vais faire une périarachie parce que ça marche plus vite. Oui, certes, ça marche plus vite, mais en soi, je pense que le plus important, c'est ça. C'est qu'on arrive, grâce à cette technique, à analgésier plus vite et plus efficacement les racines sacrées lorsque l'accouchement est imminent. Mais je vais faire une petite digression et j'ai bien dit le passage intratécal de produits anesthésiques. D'accord? On n'est pas obligé de faire une analgésie, c'est-à-dire d'injecter directement dans le LCR des produits analgésiques. On peut faire ce qu'on appelle une technique nouvelle que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle la DPE. La DPE ou PPD en français, la DPE, c'est dural puncture épidurale. C'est-à-dire qu'on fait une péri et en plus de faire une péri, on va prendre une aiguille de rachis et on va faire plouc plouc, un petit trou dans la dure mère. On va rien y injecter, on va juste faire un trou. D'accord? Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que du coup, si vous faites une péridurale et que vous faites diffuser dans l'espace péridural des anesthésiques et qu'il y a un trou dans la dure mère, d'accord? Eh ben, il va y avoir un passage intratécal de produits anesthésiants. C'est pour ça que je partais du début. Et ce passage intratécal de produits anesthésiants, on a déjà une dizaine d'années de recul littéraire derrière nous pour prouver que pour l'anesthésie sacrée rapide d'une patiente dont l'accouchement est imminent, ça fait aussi bien que d'injecter directement des produits en intratécal. Et pourquoi je pense que c'est, à mon sens, une alternative qui est plus logique, c'est que c'est plus doux que l'arachis anesthésie. Et comme on a parlé tout à l'heure que une analgésie trop rapide pouvait avoir des effets délétères sur le bébé à cause du fait que ça peut entraîner des hypertonies, etc., etc., eh ben, je pense que si on a une technique qui permet d'avoir une analgésie rapide et une extension sacrée rapide, et donc du coup de cocher toutes les cases de ce qu'on a besoin pour un accouchement imminent, sans prendre autant de risques, et pour le coup, il y a des études comparatives DPE versus périrachie qui montrent qu'il y a moins d'hypotension, moins d'hypertonie avec la DPE qu'avec la périrachie. Bah, en fait, pourquoi faire une périrachie? Pourquoi injecter des produits dans l'espace intratécal? Voilà. Et donc, du coup, c'est juste pour vous dire que, au-delà du choix de la technique, en tout cas, le fait de faire une technique combinée permettant qu'il y ait des médicaments qui passent en intratécal nous permet, particulièrement pour un accouchement imminent, de répondre à toutes les exigences dont on a besoin pour valider notre contrat, qui est de permettre que la patiente soit soulagée, soulagée. Et aucune des 2 options ne peut causer un bloc moteur ou ne peut gêner la patiente dans ses, mouvements? Parce que la rachis, vous faites pas la même rachis qu'en césarienne, vous faites une rachis moins dosée, c'est ça? Exactement. Donc en fait, tout dépend. En fait, l'arachis, ça veut dire l'injection intratécale de quelque chose. Et donc en fait, si vous mettez, donc par exemple, pour que vous compreniez, une rachis analgésie pour le travail, qu'elle soit de fin de travail ou de début de travail ou de ce que vous voulez, parce qu'on peut aussi la faire en début de travail, hein, si vous voulez que ça aille vite et que vous prenez voilà, après, dans 80 des cas, quand vous faites une rachis, il y a pas d'RCF et tout ça, hein. Il faut voilà, c'est pas non plus un 100. Mais, voilà et donc si quand vous mettez quelque chose en intratécal, ça va faire un effet A ou B. Si vous mettez de la bupivacaine en intratécal, 5 milligrammes par ml, c'est la concentration, d'accord? C'est une concentration anesthésique, d'accord? Si vous faites une césarienne, si vous mettez de la bupivacaine 1 milligramme par ml, vous n'aurez pas un effet anesthésique, donc c'est inadapté, OK? Si vous faites une rachis analgésie pour le travail, bah, et que vous mettez de la bupivacaine 5 milligrammes par ml, donc concentré pour avoir un effet anesthésique, vous aurez un bloc moteur complet. C'est pas ce que vous voulez. Donc, ce qu'on fait d'habitude dans une rachis, c'est qu'on va baisser, comme on a dit tout à l'heure, on va baisser la concentration de l'anesthésique locale pour que l'effet soit moins puissant, donc il soit sélectif sur les racines thermoalgiques et pas sur les autres.
d'accord? Et si en plus vous adjoignez un morphinique de courte durée d'action rapide, comme le Sufenta, bah, du coup, c'est encore mieux. Ça vous permet d'encore plus baisser la bupivacaïne et pour avoir le même effet, d'accord? Et donc une rachis analgésie ne donne, si vous faites bien ça, ne peut pas donner de bloc moteur, sauf si la dame, en fait, a une susceptibilité génétique à avoir une sensibilité aux anesthésiques locaux monstrueusement, élevée, et donc du coup, elle va être complètement plombée, mais ça, c'est, une patiente sur 1000 parce que, c'est une courbe de Gauss, quoi. Mais voilà, donc si on fait une rachis, en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'on parle d'une technique, on a l'impression que la technique de ce qu'on fait, c'est se limite au geste qu'on va faire dans le dos de la patiente, alors que pas du tout. Ça, c'est uniquement un vecteur pour mettre des produits dans l'espace périmidulaire, à un certain endroit, à une certaine concentration, avec certaines modalités. Alors, il y a une autre précision que je voulais apporter concernant, l'analgésie du travail, c'est qu'il y a en fait comment dire? Des structures dans laquelle on propose ce qu'on appelle une rachis de fin de travail. C'est-à-dire, on a une patiente qui arrive, multipare à 6, vous identifiez de manière, quasi certaine que l'accouchement, il va avoir lieu de manière particulièrement imminente, c'est pas un scoop, et donc, elle a très mal, elle bouge beaucoup, et donc du coup, faire une rachis analgésie a beaucoup d'avantages. Pour lesquels, c'est que une rachis, c'est moins technique que la péri. Donc, si la patiente a des contractions hyper rapprochées et qu'elle bouge, de 50 centimètres, à chaque contraction, et ben, ça nous permet peut-être de réussir à l'analgésier rapidement versus un cathète péri qui est beaucoup plus technique, et il y a un risque de brèche si la patiente bouge beaucoup ou si on contrôle pas bien notre geste, et donc c'est moins sécuritaire, et en plus, ça marche beaucoup plus vite que la péri. Ça, c'est démontré. OK? Et donc ça coche un peu toutes les cases, et le problème de l'arachide fin de travail qui est son caractère limité dans le temps, finalement, si la patiente elle accouche, dans la demi-heure ou dans les 3/4 d'heure, bah, la probabilité que, l'arachide se lève avant l'accouchement, elle est très faible. Donc en fait, bah, ça coche toutes les cases. Voilà. Sauf qu'en fait, pas du tout. D'accord? La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'écueils. Certains écueils, c'est le premier, c'est que en fait, cette rachide fin de travail ne vous protège pas, de tout le reste. C'est-à-dire si la patiente si finalement vous avez, il y a quoi que ce soit et la patiente accouche comme, 1 heure et demie après, elle aura plus d'analgésie. Il faudra nous rappeler à un moment donné où la patiente va avoir mal de nouveau, il va falloir lui faire un deuxième geste d'ALR. Donc, c'est pas anodin de faire une ALR. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'arachide fin de travail, et ça, c'est un message très important, ne protège en rien de tout le reste que le confort. Si c'est une gemellaire à complexe et qu'on m'appelle pour rachis de fin de travail, je dis: «Je suis désolé, je ne ferai pas de rachis de fin de travail». Pourquoi? Parce que la rachis de fin de travail va juste permettre que la dame elle ait pas mal, mais s'il faut aller faire une VMI et une grande extraction pour le deuxième, bah, il faudra l'endormir la patiente. Parce qu'une rachis, ça permet pas une analgésie suffisante pour un geste endo-utérin qui nécessite une anesthésie. OK? Donc l'arachide fin de travail ne sera pas, voilà. Si, la patiente elle a, une indication médicale de péridurale, d'accord? C'est une patiente qui a une mucoviscidose. Oui, bah, très bien, du coup, très bien, elle va accoucher sans péri, mais si, il y a quoi que ce soit et qu'il faut l'endormir parce que l'arachide fin de travail n'est plus assez efficace ou qu'elle se lève, et ben, du coup, on s'expose à l'intuber, à l'endormir, et l'envoyer en réa après parce qu'elle est insuffisante respiratoire, et cetera, voilà. Et même chez les patients lambda, voilà, on s'expose par exemple à la patiente elle accouche, et 1 heure après, 1 heure et demie après, ah bah, à l'expression, il y a un caillot, et puis ah bah, finalement à l'écho, il y a une rétention utérine, et cetera, il faut faire une RU. Ah! Ah bah, mince alors, elle a plus d'anesthésie, comment on fait? Soit on refait une rachis, soit on fait une anesthésie générale. Voilà, donc en fait, alors en fait, le message, c'est que si vous êtes dans le dos de la patiente, et ben, c'est pas beaucoup plus long de faire une périrachie combinée que de faire une rachis seule. Pour quelqu'un d'expérimenté, c'est pas beaucoup plus long, d'accord? Et le fait d'avoir un cathé de péri, au cas où pour après, vous permet quand même de l'utiliser pour se dépatouiller de beaucoup de situations
et d'éviter, comme on a dit dans l'épisode précédent, de réaliser une anesthésie générale en salle de naissance. Imaginez que vous êtes dans une maternité de niveau 1, bah, vous êtes tout seul. Vous allez utiliser de la sélocurie, vous allez intuber la patiente, risque d'inhalation, risque d'intubation difficile, alors que vous pouvez juste mettre un cathéter péri. Et si vraiment la patiente est tellement douloureuse que vraiment vous jugez que c'est pas cool de faire les 2 gestes en un, bah, vous pouvez tout à fait dire: «Je fais l'arachie, je soulage la patiente, je reviens un quart d'heure, 20 minutes plus tard. Ça va madame? Ah, ça va beaucoup mieux, hein. Bon super, bah, je suis content que vous soyez soulagée, mais pour limiter l'incertitude, je pense que c'est important qu'on y retourne pour mettre un cathéter péri. Comme ça, on est, paré à toute éventualité et la patiente du coup accouche avec si elle accouche et que le cathéter péri on l'utilise pas, eh ben, on l'utilise pas. Mais si elle accouche et qu'on doit l'utiliser, eh ben, c'est une mesure de sécurité et je pense qu'il y a pas vraiment de risque à faire ça, si ce n'est que la ponction péridurale expose dans 1 des cas à une brèche durmérienne, qui peut ne pas être symptomatique et qui peut ne pas bénéficier ensuite d'un blood patch. Donc je pense que le rapport bénéfice-risque sera toujours favorable à faire un geste combiné, même si la dame elle a un accouchement eutoxique et qu'elle a aucun antécédent, pas de facteur de risque d'HPP, tout ça. Parce qu'en obstétrique, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, pour synthétiser cet épisode, les péridurales au jour d'aujourd'hui, a priori, n'augmentent plus le risque de césarienne et d'instrumentation, notamment parce qu'on utilise plusieurs molécules, des morphiniques pour diminuer la quantité d'anesthésiques locaux, mais aussi plusieurs modalités d'administration comme la PCEA. Et du coup, ce risque n'est plus retrouvé alors qu'il existait dans les anciennes études. Après, bien sûr, on ne peut jamais éliminer le biais d'indication. Est-ce que nous, en tant qu'obstétriciens, parfois, on se permet plus de gestes parce qu'on se dit que la patiente est anesthésiée, notamment l'épisiotomie ou l'instrumentation. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas retrouvé dans les études. On retient pour les demandes d'analgésie assez tardives dans un accouchement imminent que la péridurale sera probablement pas suffisante puisqu'elle est déjà de toute manière, de manière générale, souvent ressentie comme insuffisante par les patientes au moment de l'expulsion. Que du coup, une bonne alternative à ça, c'est le DPE, c'est-à-dire de ponctionner avec une aiguille arrachie la dure-mère sans injection de produit pour que le produit de la péridurale diffuse un petit peu en rachianesthésie, on va dire, à travers la dure-mère. Que ça, c'est une très bonne option puisque du coup, l'analgésie descend plus bas tout en donnant moins de risques d'hypertonie et d'hypotension que la périrachie, qui est la périrachie combinée, qui est toujours utilisée beaucoup aux États-Unis pour la voix basse. Par contre, du coup, avec cette nouvelle option, la rachianesthésie de fin de travail perd beaucoup de sens et n'a plus beaucoup d'indications. D'ailleurs, elle est pratiquée seulement dans certains centres. Merci Max pour toutes ces informations qui nous permettent d'y voir un peu plus clair en anesthésie obstétricale et à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.